Excellente journée à toutes et à tous. Bienvenue. Après Abidjan en 2021, Nairobi accueille depuis hier le sommet de haut niveau sur la 21e reconstitution des ressources de l'Association internationale du développement. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé prend part à ce rendez-vous international dans la capitale kenyane. Le chef du gouvernement représente le président de la République, Alassane Ouattara. Il n'y a pas eu de match au concours Ebony de meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. La RTI a raflé presque tous les prix sur son chemin. L'Igoa Aimé de Radio Côte d'Ivoire et le Super Ebony. Plusieurs autres prix pour la Maison Bleue, entre autres le trophée Ebony Radio, celui de la télé, meilleur journaliste en économie, meilleur reportage et le meilleur présentateur de journal qui est revenu à Hamza Diaby. Après la BBC et Voice of America, le Burkina Faso a décidé de suspendre la télévision francophone TV5 Monde pour 2 semaines, ainsi que plusieurs sites d'information étrangers jusqu'à nouvel ordre, tous accusés d'avoir diffusé un rapport accusant l'armée de tuerie. Merci à vous tous de nous rejoindre. Cette rencontre de haut niveau sur la 21e reconstitution des ressources de l'Association internationale du développement. Elle se tient au Kenya. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé représente le chef de l'État Alassane Ouattara. C'est un sommet pour mobiliser des investissements nécessaires à la poursuite de la dynamique de développement en Afrique. On voit cela avec Alexis Ouedraogo. Le chef du gouvernement ivoirien est depuis ce dimanche à Nairobi au Kenya. Sur instruction du chef de l'État, Alassane Ouattara, Robert Begré-Mambé vient participer au sommet de haut niveau sur la 21e reconstitution des ressources de l'Association internationale du développement, IDA. Sitôt arrivé, le Premier ministre a accordé une audience à Ousmane Diagana, vice-président pour l'Afrique de l'Ouest de la Banque mondiale. L'idée d'une réunion de ce niveau, en fait, vient de son Excellence Monsieur le Président Ouattara pour l'IDA 20, au sortir de la pandémie de la Covid-19. Il avait convié ses pairs africains et la Banque mondiale à Abidjan pour discuter de la nécessité de tous les partenaires d'accompagner le développement de l'Afrique à travers une mobilisation conséquente de ressources. Ça a été un succès extraordinaire. Donc nous reproduisons la même démarche. Donc la présence de la Côte d'Ivoire à cette rencontre, ça va donner beaucoup de force à la fois à nos efforts, mais également beaucoup de crédibilité à cette démarche. L'IDA, il faut le souligner, est un guichet de la Banque mondiale qui contribue au développement des pays à faible revenu par des dons et prêts à des conditions avantageuses. Nous venons de rencontrer le vice-président en charge de l'Afrique qui a donné l'occasion d'articuler nos discussions sur plusieurs points qui sont très importants pour la Côte d'Ivoire. L'eau, l'électricité, l'agriculture, la santé, l'éducation et tous les mécanismes par lesquels nous allons consolider les acquis de la Côte d'Ivoire pour que ce pays soit très fort au plan économique et social. La Banque mondiale, qui salue les efforts de la Côte d'Ivoire, annonce une mission fin juin à Abidjan. La Côte d'Ivoire à Nairobi, mais aussi en Turquie. Le président de l'Assemblée nationale visite le mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, premier président décédé en 1938. Le mausolée est situé en pleine capitale à Ankara. Le site est devenu un lieu touristique. Adama Bektogo a salué la mémoire du fondateur de la Turquie moderne, Konaté Moussa. Du haut de ces 72 mètres est bâti sur une surface de 720 000 mètres carrés. Ce monument abrite la tombe de Mustafa Kemal Atatürk, premier président et fondateur de la Turquie, décédé le 10 novembre 1938. Le mausolée d'Atatürk, situé à Ankara, la capitale de la Turquie, est un lieu symbolique et touristique pour le peuple turc. Présent dans le pays pour une visite de travail, le président de l'Assemblée nationale se rend sur le site. Adama Bektogo procède à un dépôt de gerbes de fleurs. Nous nous sommes d'abord inclinés, la délégation et moi. Ensuite, nous avons visité son musée, qui est l'expression de l'homme, qui nous a permis de connaître l'homme, de voir que c'était un homme de grande personnalité, qui avait une ambition forte pour son pays. Et nous ne sommes pas surpris aujourd'hui de voir que le président Erdogan est le prolongement donc, du président Atatürk dans sa vision. Nous repartirons d'ici avec le sentiment que
les grands hommes ne meurent pas, un peu comme Houphouët-Boigny l'a été pour nous en Côte d'Ivoire. Après la visite du mausolée d'Atatürk, le président Adama Barrow a eu des séances de travail avec Omar Boulat, ministre du Commerce, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Baïkraktar. L'actualité en Côte d'Ivoire a marqué ce week-end par la nuit des Ebonies, désignant le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Je le disais à l'instant, il n'y a pas eu de match et ce concours, la RTI a raflé presque tous les prix sur son chemin. Ligoa Aimé Ludovic de Radio Côte d'Ivoire et le Super Ebony, également Ebony Radio. Il a reçu 4 prix sectoriels, notamment le prix du meilleur journaliste en économie, le prix spécial pour la promotion des transports, le prix spécial du ministère de la Cohésion nationale et celui du meilleur reportage sur le régime social des travailleurs indépendants. Kone Bintou Pekele a décroché le prix du meilleur journaliste télé, celui du meilleur reportage. Hamza Diaby a lui reçu le trophée du meilleur présentateur télé. Autre volet de l'actualité, les incendies de dépôts de gaz sont fréquents dans le pays. La situation inquiète l'Office national de la protection civile qui, en collaboration avec les ministères en charge du commerce et de l'énergie, a initié un moment de réflexion à l'idée de trouver des solutions. On voit cela avec Jean-Marc Adjadji. Une dizaine d'incendies dans des magasins de vente et d'entrepôts de transvasement de gaz enregistrés dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays de 2013 à 2024. Ce sont les chiffres de l'Office national de la protection civile, ONPC, concernant ces sinistres. Au vu de ces statistiques, des réflexions sont menées par l'ONPC pour booster la prévention. Après analyse, un rappel aux normes de sécurité incendie est fait par les experts. Au niveau des murs, doivent être des murs de coupe-feu au moins 2 heures pour permettre de contenir un incendie à l'intérieur de ce dépôt. Ce qui va éviter en fait que ce feu ne se propage très rapidement aux différentes habitations qui sont aux alentours. Et des normes de ventilation aussi de ces dépôts-là. Les ministères en charge du commerce et de l'énergie sont partie prenante du projet. Cette situation que nous constatons est déplorable, mais le ministère du Commerce a déjà anticipé. Nous, en dehors de l'incendie concernant le gaz, nous avons anticipé en organisant les états généraux des marchés. L'Office national de la protection civile, ONPC, compte à travers ses assises améliorer la coordination des activités de secours d'urgence en cas d'incendie de gaz. Nous sommes retrouvés pour mettre en place un cadre de travail, pour que nous puissions agir en synergie, pour que nous puissions protéger nos populations. Et en deuxième lieu, édicter des mesures contraignantes pour tous ceux qui demandent à ouvrir un magasin. Les réflexions sur les incendies dans les entrepôts de gaz se poursuivront avec au final l'élaboration de nouveaux plans de secours. Alors, on est en handball. Le président du Conseil, Ibrahim Khalil Konaté, fait le point des actions de développement avant d'inviter les têtes couronnées venues l'écouter à maintenir la dynamique de paix, gage de développement. Soro Corona. À la demande de la chefferie traditionnelle de la région du Hambol, une rencontre s'est tenue entre les 359 chefs et les cadres avec à leur tête le président du conseil régional. Ces assises sont l'occasion pour Ibrahim Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, président du conseil régional, de faire le point des actions de développement menées dans la région sous l'impulsion du chef de l'État Alassane Ouattara. Un bilan jugé satisfaisant par les têtes couronnées qui saluent ces actions qui visent à améliorer le bien-être des populations du Hambol. Et c'est vrai que beaucoup de nos préoccupations ont été satisfaites, mais vous savez, la quête du développement est un perpétuel combat. Donc nous demandons au chef de l'État de continuer d'œuvrer pour le bien-être des populations ivoiriennes dans leur globalité. Pour sa part, le président du conseil régional invite les garants des us et coutumes à toujours œuvrer à la consolidation de la paix, gage de tout développement. Ibrahim Khalil Konaté ne manque pas d'informer l'assistance sur les avancées des grands chantiers entamés dans la région du Hambol. Des tronçons que nous connaissons qui étaient pénibles à pratiquer, tels le tronçon Katiola-Niakara, Katiola-Taféré. Aujourd'hui, vous les faites en 30, 40, 50 minutes. Au lieu de 3, 4, 5 heures, il y a seulement 5 ans. Quand vous allez aujourd'hui sur la thématique de l'eau, aujourd'hui, quand vous prenez l'axe
Katiola Dabakala. Vous voyez ces grosses tuyauteries qui sont en train, à partir donc du fleuve le Inzi, à alimenter les villes de Katiola et les villes de Bonyere, Dabakala. Mais c'est incroyable. Quand vous regardez aujourd'hui l'hôpital général de Taféré qui est en construction, quand vous regardez le centre hospitalier régional de Katiola qui est en construction, quand vous voyez le lycée professionnel de Dabakala qui est en construction, voilà des choses qui sont concrètes. En vue de la pérennisation de ces œuvres de développement, à l'unisson, les chefs ont exprimé leur soutien indéfectible au président de la République, Alassane Ouattara. Jetons un coup d'œil à 80 km d'Abidjan. Sikensi a pris également le train du développement. La cité bénéficie de plusieurs ouvrages, la construction de la maternité, la mise en place du bloc opératoire de l'hôpital général, l'hôpital qui a reçu un important don d'équipement. Il faut ajouter à cela le bitumage des principales artères de la ville. Voyons le nouveau visage de Sikensi avec Frédéric Gorebi et Jean-Marc Djadji. Sikensi, l'un des chefs-lieux de département de la région de l'Ayébi-Tiassa, connaît depuis quelque temps une animation particulière. Une ambiance dominée par le vrombissement des caterpillars et des bulldozers. Ces engins travaillent à donner une autre allure à la capitale du Dipri. Un projet présidentiel porté par le conseil régional qui semble trouver l'assentiment des Sikensilois. Je suis très ému parce que ça fait une voix de plus. Cette voix est la bienvenue pour moi. Ça nous permettra de bien circuler. Depuis ma naissance, je suis à Sikensi et je vois ce bitumage qui passe à très bon niveau. Ça me plaît beaucoup. Ça fait un bon moment que non, Sikensi est dans cette situation, mais voilà ce que les travaux s'effectuent. Ça va droit au cœur. Dans ce temps-là, nous, on voit qu'il y a bon travail à Sikensi ici. Dans 2 jours, là, on a demandé, on dit les gens veulent faire quoi? On dit c'est pour changer le visage de Sikensi. Débuté depuis le mois de mars, les travaux concernent les principaux axes de la ville et connaissent un taux d'exécution de près de 70%. À la ville de Sikensi, nous avons 2,5 km. À l'intérieur de la commune, nous avons 2,5 km de route à faire. Nous attendons de faire les dallos et pour l'heure, nous avons entamé les couches de chaussée. Je vais parler de la fondation surtout. Tout comme la voirie communale qui bénéficie d'une cure de jouvence. L'hôpital général de Sikensi a vu son plateau technique renforcé avec la construction d'un bloc opératoire et d'une maternité. Le tout accompagné d'un important lot de matériel biomédical. L'aspect de l'hôpital général que nous avions aujourd'hui n'était pas cet aspect que nous avions il y a de cela quelques années. En Côte d'Ivoire, Sikensi aujourd'hui est logé dans, disons, les structures qui bénéficient de matériel de pointe en matière de prise en charge des femmes enceintes. Des installations et des dispositifs médicaux qui apportent une plus-value dans l'offre de soins de cet établissement sanitaire. On remercie le président surtout d'avoir mis tout ça en place. Ma piscine est jolie, c'est bon et c'est à l'aise. Je vous dis merci beaucoup. À l'instar des autres régions de la Côte d'Ivoire, celle de l'Ayébi-Tiassa et singulièrement le département de Sikensi occupe une place de choix dans le 5e pilier du programme, la Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara. On en vient à ce don de vivre et non-vivre aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Dimbokro, une action à mettre à l'actif de l'ONG Ambassade du Bonheur qui œuvre dans le social. Kader Sogodogo. Une parcelle de 25 hectares, axe Yamoussoukro à Teguakro, au cœur du district autonome de Yamoussoukro. Une propriété du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. 300 lots de 500 mètres carrés. La vision est de bâtir 80 logements, un centre hospitalier, un centre commercial, une école, etc. Cette vision est celle de la mutuelle sociale du corps préfectoral, Muscopsi. Une cité préfectorale d'environ 80 logements et également le siège de la Muscopsi et puis un hôpital. Il faut dire que le site lui-même présente une offre de 300 logements. Donc tout ceci à la disposition donc, des membres du corps préfectoral. Une visite du site qui du reste enchante les membres. C'est extrêmement important pour nous parce que cela va contribuer à soulager, n'est-ce pas,
les membres du corps préfectoral, projet auquel nous tenons, auquel nous avons rêvé pendant des années et qui voit un aboutissement aujourd'hui. Donc nous sommes très heureux pour cela. Début des travaux, septembre 2024. Durée, 18 mois. Voilà, c'est donc la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire qui a visité son site où elle entend justement bâtir un certain nombre d'infrastructures. On en vient maintenant à ce don de vivre et non-vivre aux pensionnaires de la maison d'arrêt de correction de Dimokro. Une action à mettre à l'actif de l'ONG Ambassade du Bonheur qui œuvre dans le social. Kader Sogodogo. Un repas des vivres et des non-vivres pour les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Dimokro. Un geste de l'ONG Ambassade du Bonheur qui s'inscrit dans le cadre de la 2e édition de ces actions sociales dénommées Élan de solidarité. Cette action vise à donner un brin de sourire aux pensionnaires vivant dans le milieu carcéral. Vivre dans une prison n'est pas chose aisée. La liberté n'a pas de prix. Et nous qui sommes dehors, nous sommes en liberté, certes, mais nous n'oublions pas ces personnes qui sont privées de liberté. Apporter du bonheur, ce n'est pas apporter des milliards, mais déjà le sourire est un bonheur. Et nous militons pour cela. Déjà, venir auprès de ces prisonniers, c'est leur apporter du sourire, leur dire qu'il y a des personnes qui pensent à eux et que la vie ne s'arrête pas en prison. Il y a encore de l'espoir. L'ONG Ambassade du Bonheur existe depuis 2018. Elle mène des actions à travers le pays dans le social, dans la promotion de l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes. Voilà, on fait du bien aux détenus, mais aussi aux femmes issues des milieux défavorisés à Grand Biribi, dans la région de San Pedro. Une cinquantaine d'entre elles bénéficient de prises en charge médicales, des opérations gratuites et des accouchements assistés par césarienne grâce à la Société des caoutchoucs de Grand Biribi en partenariat avec l'ONG belge Revivre. Sam Conan. Les médecins belges de l'ONG Revive, en français Revivre, à nouveau aux cheveux des malades démunis de la sous-préfecture de Grand Biribi. Plus de 50 femmes ont subi, pour certaines, des interventions chirurgicales gratuites des fibromes ou des kystes. Et pour d'autres, des accouchements par césarienne. Sans oublier des chirurgies dentaires. J'avais un myome dans mon ventre, si je suis venue enlever la maladie, tout s'est bien passé. C'est mon 7e enfant qui est là. Le docteur dit qu'il n'y a pas droit à pousser. Mais Dieu fait grâce. Je me suis en sorti bien. Afin de permettre aux médecins de travailler dans des conditions optimales, le plateau technique a été amélioré. L'ONG Revive nous a aidé effectivement à nous doter d'un cardiotocographe pour les femmes effectivement qui sont au travail, pour permettre à ce que ces femmes qui sont au travail, s'il y a un problème au niveau du travail, on peut rapidement les diagnostiquer et adopter la conduite à tenir. Donc on fait les grandes fibromes avec des anémies, on fait des descentes de l'utérus, de la vessie et des tumeurs de mammaires aussi et des kystes des ovaires. La Société des caoutchoucs de Grand Biribi, qui a noué ce partenariat avec l'ONG belge, entend contribuer au bien-être des populations de la sous-préfecture du Grand Biribi. Les clés de ce succès, c'est la qualité évidemment du plateau de médecins que l'ONG Revive nous envoie à chaque fois, et je tiens particulièrement à saluer ces médecins et à les remercier du fond du cœur pour leur action sociale qu'ils font en faveur des populations. Des initiatives de ce genre-là qui permettent d'apporter le mieux-être à nos populations, c'est des initiatives à saluer. C'est la 4e fois que l'ONG belge Revive intervient dans la santé des populations de Grand Biribi, avec au total 250 opérations chirurgicales. En bref, une image. Arrivé à Abidjan le samedi dernier, Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la Guinée, a entamé une série d'échanges et de partage d'expériences avec son homologue ivoirien, Bagando Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Entre autres sujets abordés, la gestion de la quiétude aux 300 km de frontières qui lient les deux pays, la lutte contre le terrorisme, l'immigration irrégulière
Le ministre Bachir Diallo a également, au nom de Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, traduit la gratitude de sa nation au peuple frère ivoirien pour la solidarité exprimée suite au tragique incendie survenu à Conakry dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. Le président de la République, Alassane Ouattara, on se rappelle, avait envoyé une délégation humanitaire qui s'est bien illustrée par la qualité de sa prestation selon l'hôte du jour. Je vous amène faire connaissance à présent avec l'activité physique adaptée. C'est une discipline enseignée à l'INJS, l'association des professionnels en activité physique adaptée de Côte d'Ivoire, a organisé sa première journée mondiale. Marie-France Conin, Sephora Zegui. Des conférenciers spécialistes édifient les étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports sur l'activité physique adaptée, une discipline enseignée couramment à l'INJS. Durant des heures, ils mettent en évidence l'importance de l'activité physique adaptée sur la santé humaine. L'activité physique adaptée qui est une spécialité nouvelle en Côte d'Ivoire et dont l'on utilise pour pouvoir améliorer la condition physique, la qualité de vie, la santé des personnes en situation de handicap ou des personnes qui ont des difficultés de santé. Cette activité aussi est utilisée pour des personnes qui sont en bonne santé, mais dans le but d'améliorer toujours leur état de santé. 70% taux de mortalité sont dus à des maladies non transmissibles. Et l'un des facteurs principaux, c'est la sédentarité. Et nous, à travers notre spécialité, nous sommes également un atout majeur pour faire la promotion, mais également encourager et inciter toutes les populations à pratiquer régulièrement l'activité physique afin de pouvoir prévenir toutes ces maladies. À l'issue de cette rencontre, ces étudiants en sortent satisfaits. Après cette cérémonie, j'ai beaucoup appris. Ça nous donne une motivation, des encouragements, aussi avoir encore plus d'importance, plus de nécessité à développer cette filière. Les personnes en situation de handicap, de tension, de diabète sont invitées à la pratique régulière de l'activité physique adaptée pour améliorer leur santé. On chausse les crampons. Près de 2000 personnes corps habillées et civiles ont pris part à la journée sportive de cohésion organisée par la Gendarmerie nationale à travers la compagnie de San Pedro. La correspondance de Sam Conan. Côte à côte, militaires, gendarmes, policiers, douaniers, agents des eaux et forêts, de la police maritime et municipale et population civile dans les rues de San Pedro pour un footing. À l'occasion de la journée dite journée sportive de la cohésion initiée par la compagnie de gendarmerie de San Pedro au nom du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Apalo Touré. Cette journée a pour objectif de créer un peu la cohésion entre la population et les forces de défense et de sécurité en général. C'est ce qu'on cherche, le sport de cohésion, armée, nation. Et le commandant compagnie a bien compris en associant les civils à cette activité de ce matin. Le sport, facteur de cohésion et de santé. Tous l'ont compris. Pour avoir la santé, on fait souvent le sport chaque samedi, une fois par semaine. C'est très bon pour un homme. Toutes les femmes peuvent faire le sport, c'est très important. C'est important pour la santé. Nous invitons ceux qui sont encore réticents à venir au sport et que le sport c'est la santé, le sport c'est la vie. Sport, facteur de cohésion sociale. Après le footing, une séance de fitness et des rencontres du Maracana avec la remise de trophées ont constitué la deuxième étape de cette journée sportive de cohésion, édition 2024 à San Pedro. Stratégie innovante pour l'autonomisation des femmes et l'auto-emploi des jeunes en milieu rural dans la région du Bunkani, défis et opportunités. Voilà le thème de la 3e édition du festival Kalamon Yepafori. Il aura lieu du 2 au 4 mai prochain dans la sous-préfecture de Kalamon, dans le département de Doropo. Chris Diomandé était au lancement à Abidjan. Son reportage est commenté par Franck Quadio. Stratégie innovante pour l'autonomisation des femmes et l'auto-emploi des jeunes en milieu rural dans la région du Bunkani, défis et opportunités. C'est le thème de la 3e édition du Kalamon Festival, rendez-vous culturel qui vise à rassembler les ressortissants, mais aussi à mettre en lumière les danses traditionnelles, la gastronomie et la richesse des cultures des peuples Lobi, Koulango, Malinké, Loro et Moussi. Nous avons 21 villages et sur les 21 villages, il n'y avait vraiment pas d'eau. Même à Kalamon, il n'y avait pas d'eau. Mais aujourd'hui, je pense que grâce au festival, nous avons des forages un peu partout dans tous les villages. Nous avons des écoles.
Nous sommes en train d'équiper aussi nos différents centres de santé. Voilà, nous sommes en train de chercher des financements pour les coopératives des femmes et surtout aussi des financements pour les projets des jeunes. Donc vous voyez que nous avons vraiment beaucoup de choses à faire à travers ce festival. C'est un appel que je lance à nos aînés, aux cadres et surtout à nos élus de nous venir en aide, de créer cette union-là sacrée autour de Calamon. Pour les forces vives, ce festival apporte sa pierre à l'édifice pour consolider la paix et la cohésion entre les différents peuples. Le festival a renforcé davantage la cohésion sociale, l'entente et puis la solidarité et la fraternité surtout entre les différentes communautés qui résident dans ce village. Le festival est bienvenu, donc nous profitons au nom de tous les cadres de Calamon pour lancer cet appel. C'est l'unité des cadres, l'unité des enfants, des fils et filles de la région de Calamon, en gros dans la région de Bunkani même. Cette troisième édition du festival Calamon Yekpafori, qui aura lieu du 2 au 4 mai dans la sous-préfecture de Calamon, dans la région du Bunkani, sera marquée par panel, démonstration de tir à l'arc, concours culinaire, un marathon et des plantings d'arbres. Abidjan a accueilli le 5e forum régional Afrique-Europe de l'Institut français dénommé Notre futur du 20 au 22 avril dernier. L'objectif est de mettre en lumière les enjeux de valorisation de patrimoine et de mémoire sous le prisme des industries culturelles et créatives. Ismaël Evrardeo, Devisoyo. 5e édition du forum Notre futur dialogue Afrique-Europe. Une rencontre d'échange entre acteurs de la société civile, entrepreneurs culturels et jeunes. Initiée par l'Institut français, cette édition 2024 porte sa communication sur le thème « Hériter du futur ». C'est un forum qui vise en tout cas à rapprocher les jeunes et les jeunesses de nos continents pour affronter communément un certain nombre de sujets. Et donc voilà, la question de l'héritage fait partie évidemment de ces sujets éminemment complexes. Alimentés par des panels, les réflexions s'articulent autour du rôle de la jeunesse dans les années à venir. Ce qu'on a envie de faire, c'est d'avoir une Afrique beaucoup plus forte et tout simplement que les jeunes aient envie de rester chez eux, d'avoir du travail, mais les idées doivent toujours être juste des matières premières d'une certaine manière pour que tout le monde les transforme. Et je pense qu'il y a un optimisme et un espoir et il faut essayer de capitaliser là-dessus. Plus d'une centaine de participants prennent part à ce forum international. L'Afrique est riche, l'Afrique a des potentialités, donc c'est à nous de leur montrer comment les montrer. Pourquoi on dit qu'on est riche et puis on n'évolue pas en fait. Donc je pense que ce forum-là répond à ça. Le forum nous a beaucoup enseigné, surtout j'ai adoré le message. Ici en Afrique, il y a du potentiel. Ici en Afrique, il y a tout ce que des gens peuvent s'attendre de l'extérieur en parlant de l'Europe, l'Amérique, etc. 3 jours, c'est le temps que va durer les échanges. Au nombre des points à aborder, le rôle des industries culturelles créatives dans la valorisation des patrimoines et l'interpellation des mémoires collectives. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, après la BBC et Voice of America, le Burkina Faso a décidé de suspendre la télévision francophone TV5 Monde pour 2 semaines, ainsi que plusieurs sites d'information étrangers jusqu'à nouvel ordre, tous accusés d'avoir diffusé un rapport accusant l'armée de tuerie. Le Conseil supérieur de la communication a décidé de la suspension de la diffusion des programmes de la télévision internationale TV5 Monde au Burkina Faso pour une durée de 2 semaines, indique-t-il dans un communiqué parvenu dimanche à l'AFP. Le CSC justifie les nouvelles suspensions par la diffusion du contenu d'un rapport de Human Rights Watch publié jeudi et accusant l'armée burkinabé aux prises avec les groupes armés djihadistes d'avoir exécuté au moins 223 civils, dont au moins 56 enfants dans 2 villages le 25 février dernier. Et puis le Mexique vit au rythme de la campagne électorale. Le 2 juin prochain, plus de 97 millions de Mexicains seront appelés aux urnes pour les plus grandes élections de l'histoire du pays. Ils éliront députés, sénateurs, maires, gouverneurs, ainsi que leur nouveau président. Ce dimanche a eu lieu le 2e débat présidentiel. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée.